Ok, alors on va démarrer cette deuxième édition de l'EPS en action. Pour rappel, la première édition portait sur les rôles sociaux, utilité ou futilité, avec entre autres... Arrête de prendre des photos, toi. avec entre autres donc l'invité Lucille Lafont. Sur cette deuxième édition de l'EPS en action, eh bien, on s'est centré sur, comme le titre l'indique, sur les nouvelles technologies, l'usage du numérique, qui est, comme vous le savez, au cœur de l'actualité, des préoccupations des programmes de l'éducation nationale, et donc de l'EPS entre autres. Alors pour juste information, hier, il y avait un séminaire, une journée séminaire avec tout le corps des inspecteurs, et Madame le recteur a commencé la conférence inaugurale en rappelant les priorités sur le numérique et les usages des nouvelles technologies. Alors, ce qui prouve que l'EPS en action est au cœur de l'actualité et a des débats d'actualité. Donc ce soir, cette EPS en action, qui je vous le rappelle, est co-organisée donc avec les étudiants de Master 2, c'est dans leur processus de formation, donc ils sont en train de filmer, etc. Ils vont participer à la table ronde, on va vous les présenter tout à l'heure. Je vous rappelle le mode de fonctionnement, un petit peu original, avec allez, 50 minutes, une petite heure de présentation, parce que le numérique fait l'objet, bien sûr, de réflexions théoriques, scientifiques, de recherche, mais aussi de réflexions sur le terrain par des collègues professionnels. Donc on aura ce soir une intervention en triplette, avec donc Bernard Andrieux, qui est professeur d'université à l'université de Rouen et en STAPS à Rouen. Et en fait, Bernard va s'attacher à apporter un regard un petit peu original, parce que sa spécialité, c'est la philosophie, l'approche philosophique du corps. Et la question qui se pose, eh bien, c'est quelle relation, en fait, ces nouvelles technologies, ce numérique, entretient avec le corps, et donc dans une approche plutôt philosophique. Voilà. Donc la première partie va être plutôt conceptuelle. D'accord. Et ça ne durera pas longtemps. Voilà. Dans la deuxième partie, là, on va être vraiment sur des applications très professionnelles, parce que donc Mathieu et Julien sont venus spécialement de Paris et de Créteil. Ils sont professeurs d'éducation physique et sportive en activité, donc dans l'académie de Paris et de Créteil, et ce sont des collègues qui sont des personnes expertes et ressources sur l'usage du numérique, des nouvelles technologies. Et ce soir, donc, ils vont vous défendre l'idée que, justement, ces nouvelles technologies et l'usage du numérique, c'est un formidable levier pour l'éducation physique et sportive. Mais nous, on leur posera, bien sûr, des questions très pratiques, très concrètes, très professionnelles, avec, entre autres, l'intervention dans la table ronde, dans la deuxième partie, de Charlotte et de donc, Romain, qui sont tous les deux donc, fonctionnaires stagiaires, qui sont au cœur de leurs premières expériences professionnelles et des expériences professionnelles qu'ils ont vécues à travers l'usage des nouvelles technologies, où manifestement Romain semble déjà très convaincu, mais où Charlotte est dans un entre-deux. Voilà, et donc ils nous feront part de leurs expériences. Donc dans un premier temps, ah ben bien sûr, après l'objectif c'est que ça réagisse. Voilà. Un dernier petit point, parce que j'y tiens. On rappelle que l'EPS en action a pour but d'accueillir tout le monde, c'est-à-dire de réunir tous les acteurs de l'éducation physique et sportive, donc les professionnels, il y a des collègues profs de PS, les syndicats, les associations, le SNEP est là, la EEPS, le corps des inspecteurs qui sont là, d'accord, représentés, donc tu aurais dû mettre la cravate. La cravate. Voilà, donc c'est un lieu d'échange, de débat. Bernard, tu as 20 minutes. Et une cravate. Et une cravate. Merci, chers collègues et néanmoins amis. Donc, je me réjouis de cette conférence, bien évidemment, et surtout de la possibilité dans un premier temps, peut-être, de vous contextualiser des choses que vous savez, bien évidemment. Mais peut-être pour vous montrer l'étendue de la révolution dans laquelle nous sommes entrés,
Nous avons résumé un peu ces enjeux dans un numéro spécial de la revue EPS qui est paru clandestinement, puisque certains n'étaient pas au courant, l'année dernière, sur un numéro spécial auquel donc nos amis Julien et Mathieu avaient participé, aussi mon doctorant Marc Morieux, autour de élèves et sportifs hybrides. Donc je vous renvoie à ce numéro. Le contexte, bien évidemment, hein, est-ce que j'ai pas tout là? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a bouffé la moitié du... C'est parce que tu as écrit en blanc, non? C'est le numérique. C'est numérique, donc c'est dommage. Le contexte, en fait, là, ce qu'il fallait lire, c'est que nous sommes dans un contexte d'amélioration du corps humain, qui se décline en fait en 3 verbes. Hein. Le premier verbe qu'on ne voit pas, c'était se dépasser, hein, c'est-à-dire dépasser les limites biologiques du corps, posant la question du dopage technologique. Le deuxième thème, c'était s'accomplir. Et là, on va voir que ces techniques sont aussi des moyens de développement personnel et de réalisation d'un certain nombre de potentialités qui étaient invisibles hein, jusque-là, mais qu'on va rendre visibles. Et le troisième thème, c'est s'approfondir. Hein, c'est-à-dire que ces techniques aussi nous permettent de voir le corps en action, le corps vivant, comme on l'appelle, directement, hein, sans forcément passer par la conscience. Et donc, un certain nombre d'images que je vais vous montrer, de techniques, vont essayer de développer cet enjeu. Donc dans la littérature, on est vraiment dans ce que Isabelle Keval avait thématisé, qui est dans son livre S'accomplir ou se dépasser. Hein, la question, c'est, la thèse est un peu polémique, hein, posée par David, hein, de dire est-ce que c'est une ressource ou est-ce que c'est au contraire un gadget, en tout cas même une source d'aliénation ou d'addiction. Bien évidemment, je vais essayer de me faire l'avocat du diable parce qu'à droite, bien évidemment, nous avons des pros qui sont très favorables à toutes ces techniques, mais en même temps on peut comprendre qu'il y a des gens finalement qui se posent beaucoup de questions en termes pédagogiques mais aussi en termes réflexifs. On sort donc la semaine prochaine ce livre qui est une université d'été dirigée par Jean-Paul Khaled, sociologue du sport, autour de ce concept de sport bionique, hein, qui est un concept qu'on essaie d'avancer. Qui est justement l'idée que le corps va être hybridé de plus en plus à des techniques immersives qui vont nous permettre de poser la question à la fois de ce qu'on appelle le post-humanisme, hein, c'est-à-dire le fait de dépasser les limites humaines pour essayer d'aller vers un corps qui soit encore plus performant et en même temps de réfléchir aux conséquences hein, finalement pour chacun d'entre nous de cette bionisation du corps. Alors, si on voit la courbe, hein, ça c'est des courbes qu'on trouve sur Internet, hein, des inventions technologiques depuis les 10 dernières années, on voit que tout ce qui est marqué sur cette courbe, hein, c'est quasiment réalisé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a à peine 5 ans, hein, si on nous avait dit qu'on aurait des bracelets hein, pour capter les informations, les datas du corps vivant, tout le monde était sceptique. Aujourd'hui, voilà, les montres, elles sont là, tout le monde a des applis, etc. etc. Donc, on est vraiment sur une courbe vraiment exponentielle hein, de ce qu'on appelle la convergence technologique hein, dans le post-humanisme. C'est-à-dire qu'il y a une convergence entre la biologie, les neurosciences in vivo, l'informatique, la technologie, wearable technology, hein, embarquée. Hein, et donc Haruka Okui qui est là, qui est notre postdoc de l'université de Kyoto, hein, sait très bien que voilà, les enjeux sont fondamentaux au plan technologique, hein, puisque le Japon, comme d'autres pays, maintenant, investissent beaucoup dans ces technologies. Donc nous, on a appelé ça EPS 2.0. C'est un colloque qu'on avait fait à Nancy, au temps où j'étais à Nancy, avec notre doctorant Marc Morieux. Pour essayer de thématiser ça. Bon, je sais qu'Alain Lauré, ici, va jusqu'à EPS 3.0, donc je ne vais pas être dans la surenchère, mais on sait qu'il a développé un web, hein, justement, autour de ces thématiques-là. Donc peut-être qu'il faut aller plus loin que ça. En tout cas, le contexte, hein, c'est ce qu'on appelle conceptuellement l'hybridation, c'est-à-dire un corps multifonctionnel, hein, finalement, qui est toujours l'hybride, hein, c'est un être mixte, un être mélangé,
Hein, c'est le contraire de la purification ethnique hein, ou de l'épuration. C'est vraiment un être trouble, hein, mélangé avec un corps biologique, un corps technologique, donc avec un corps multifonctionnel. Et donc on retrouve ces thématiques-là dans l'apprentissage, dans l'action, dans la santé. Voilà, donc c'est vraiment un contexte global. Hein. Il ne faut pas croire que ce qui se passe en EPS, ça se passe qu'en EPS. En réalité, on est même un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe dans d'autres domaines. Donc on a appelé ça, hein, ici mon ex-copine hein, qui est posée sur la couverture, je plaisante, devenir hybride. Hein. Donc c'est un montage, un photomontage hein, d'un artiste contemporain. Bien évidemment, avec l'idée finalement que l'hybridité c'est un devenir, hein, c'est pas quelque chose de stable, c'est très dangereux, c'est instable, ça bug, hein, faut pas croire que c'est quelque chose d'idéal et que ça fonctionne tout le temps et que c'est parfait. Hein, l'hybridation c'est toujours la connexion, la déconnexion, voilà, donc ça aussi c'est une donnée qui est importante, qui fait qu'on est plutôt dans une discontinuité, le progrès n'est pas linéaire, hein, il y a toujours un certain nombre de bugs. Alors, concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit de vivre dans des environnements technologiques, hein, dans ce qu'on peut appeler une écologie, un modèle écologique, hein, cher à notre laboratoire, hein, le CETAPS, qui analyse finalement toujours en première personne les conséquences hein, pour l'activité sportive. Alors que ce soit bien évidemment à travers les technologies que nos collègues, les applications vont vous présenter, ou que ce soit avec des GoPro en première personne, comme je vais vous montrer au CNAC, il s'agit de changer le rapport au sport et surtout la relation au corps vivant. Hein, donc bien évidemment notre projet hein, c'est d'essayer de mettre en avant ces conséquences. Alors sur la gauche, vous allez voir, j'ai repéré 35 articles hein, publiés en anglais entre 2014, 2013, 2015 sur la base de données hein, CNRS. Beaucoup d'articles déjà en anglais travaillent sur le sport monitoring. Hein, beaucoup de choses sont développées. Simplement ici un schéma de notre doctorante Anaïs Bernard avec qui on a développé le travail sur les arts immersifs. Hein, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est le processus d'immersion hein, dans un objet technologique et surtout ce que ça va activer dans le corps vivant. C'est-à-dire quelle connaissance, finalement, ça va nous donner notre corps vivant. On va le voir, fréquence cardiaque, accélomètre, mesure de la vitesse, etc., etc. Donc on va avoir une nouvelle connaissance et on peut avoir un feedback, hein, bien évidemment, qui va poser problème. Qu'est-ce que je fais avec les élèves de ces informations-là? Qu'est-ce que je fais pour ma propre santé à partir du moment où je vais avoir une information directe. Hein. Je vous rappelle qu'autrefois, les informations étaient médiées hein, par les profs, hein, par les médecins, par des experts. Hein. Aujourd'hui, les gens s'approprient les informations et veulent les traiter directement. Hein. Donc la question, c'est qui va les décoder? Est-ce que le prof sera toujours dans une position de décodeur? Est-ce que finalement, il sera déplacé? Donc on a appelé ça, avec notre doctorante, on a lancé un grand manifeste avec 80 artistes. On a appelé ça le manifeste des arts immersifs. Les arts immersifs, c'est ce qui vient après les arts numériques, hein, c'est-à-dire les arts dans lesquels les gens utilisent des techniques pour se plonger directement dans le dispositif. Hein. Et bien évidemment, hein, ici j'utilise un schéma qu'on a fait avec Nicolas Burel. L'objectif, c'est de travailler sur 3 niveaux, hein, c'est-à-dire véritablement le corps expertisé, diagnostiqué en 3e personne, le corps vécu hein, en première personne et l'activation hein, du corps vivant, sachant que ce niveau-là, c'est un niveau qui échappe à la conscience, mais qui peut être visible, vous allez le voir, avec des moyens technologiques. Donc le modèle hein, qu'on a validé dans plusieurs revues, hein, c'est ce modèle qui fait que précisément on va essayer d'activer hein, finalement ce qui se passe au niveau prémoteur, avoir une conscience préréflexive et ensuite avoir un verbatim au niveau conscient. Ce travail-là, on le développe au CNAC. Hein, je vais vous montrer quelques images des films que je réalise en GoPro hein, sur le corps des le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, donc qui forme les circassiens, une école internationale à Châlons, avec laquelle nous travaillons avec Aruka sur les processus de formation. Et donc on fait ce style de photo, hein, dont je vais vous montrer le film hein, dans quelques instants, qui sont des GoPro qui sont fixés directement hein, sur le corps des individus. L'objectif hein, étant, bien évidemment, de permettre, montrer quelques films, de permettre aux individus hein, qui sont filmés
d'avoir une autre vision finalement de ce qu'ils sont en train de faire, puisque là ils sont à 15 mètres de hauteur, hein. Donc du sol on voit absolument rien du tout, et surtout de faire des entretiens d'autoconfrontation, hein, par exemple sur ce qu'elles mettent en œuvre, hein. Ici c'est les filles du cadre, hein, de la 27e promo, et donc nous après on fait tout un travail avec elles par exemple sur qu'est-ce qui se passe, hein, quand tu es là. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu fais confiance à ton corps? Est-ce que tu es lancé? Quel est ton vécu? Est-ce que c'est des automatismes? Là, est-ce que tu prends des informations visuelles? Hein, là, elle dit non, qu'elle fait complètement confiance au rythme, au cycle du truc. Voilà, quel est son axe? Enfin, donc, voilà, on fait tout un travail d'autoconfrontation par rapport à ça. Alors ça, c'est un des intérêts, à mon avis, de ce que j'ai appelé une GoPro autoréflexive. Hein, c'est-à-dire, au lieu d'être tourné vers la performance, on s'en sert comme un outil didactique, hein, et pédagogique. Donc on est en train de construire une méthodologie avec un DVD, des extraits de films, etc. Tout un livre pour 2016-2017. Ça fait 3 ans qu'on est dessus, hein. C'est assez long parce que c'est un gros travail d'élaboration et de description et de recueil des verbatim. Donc l'idée, hein, c'est de travailler sur les mouvements involontaires, hein, et je crois que le point commun de toutes ces techniques, c'est de nous faire apercevoir finalement qu'il n'y a pas que des mouvements conscients, mais qu'il y a aussi des mouvements qui viennent du corps vivant et qui participent à la motricité, hein, et ce qu'on peut appeler finalement cette complémentarité entre une description contrôlée, hein, par la conscience et ce que fait le corps vivant, hein, au moment de l'action. Donc on a appliqué ça dans ce dossier, hein, de la revue EPS que tout le monde a lu, hein, maintenant, donc, et que tout le monde a en main, bien évidemment. Et on se situe dans un contexte, hein, ici, donc David a insisté, hein, bien évidemment, pour que je mette le livre de Michel Serres, qui, c'est vrai, a été un livre très diffusé, hein, et très connu, puisque, bien évidemment, Michel Serres a essayé d'analyser ce phénomène de la poussette, hein, etc. Bon, vient de sortir, hein, le livre sur la psychologie des écrans. Donc on a beaucoup d'ouvrages, hein, qui commencent à sortir, qui sont issus de thèses qui ont été faites il y a 4-5 ans, sur justement qu'est-ce qui se passe dans la confrontation à l'écran. Hein, et on va voir un petit peu ces conséquences-là. Alors, comme je fais l'introduction, je vous précise aussi la commercialisation de tous ces objets. Hein, on estime, hein, finalement qu'il y a une progression, hein, absolument énorme, hein, de la disponibilité de ces objets, entretenus bien sûr par un marketing, hein, savamment organisé. Mais finalement, je laisserai la parole ensuite à Julien et Mathieu pour nous expliquer le contexte des tablettes en EPS. C'est pour ça que j'ai tenu absolument qu'ils soient là, parce que je suis incompétent. Et David le sait bien, sur ces questions-là. Et donc j'ai tenu à ce que des gens qui sont sur le terrain, qui sont des pionniers, qui développent ça, soient là pour parler. Donc je vais leur laisser la parole dans quelques instants sur qu'est-ce qu'ils en font. Alors bien évidemment, hein, ici on voit que dans le monde anglo-saxon, beaucoup d'articles existent, hein, sur ces tablettes tactiles. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, y compris si vous allez sur Internet, beaucoup de travaux existent, hein, j'en ai mis quelques-uns ici, dans d'autres académies, hein, où des collègues réalisent des expériences fondamentales. Donc je m'adresse ici au corps d'inspection en disant que ça serait bien d'organiser une journée un peu nationale, quelque part, hein, pour rassembler un peu toutes ces expériences et surtout s'intéresser à l'impact, hein, de ces technologies dans les processus pédagogiques. Alors, le mot, hein, fétiche, hein, qu'il faut utiliser, je suis en train de terminer un article pour 2016 pour l'évolution psychiatrique sur la technique, donc c'est quantified self, hein, donc on traduit par la quantification de soi, hein, le soi quantifié, etc. Bon, ou le tracking, hein. Donc le mot, c'est que en fait, ce qui est nouveau, c'est que les gens vont pouvoir s'auto-quantifier eux-mêmes, hein, ils vont pouvoir recueillir des données sur eux-mêmes, et donc bien évidemment ils vont être dans un travail. Ici vous n'avez que les mots anglais par exemple de tous les articles, je les ai regroupés, vous voyez tous ces mots anglais qui sont dans ces papiers-là, hein, ce sont toujours centrés sur la captation, le tracking, la mesure,
etc. Donc il y a un lien entre le quantitatif, finalement le data quantitatif, et le vécu qualitatif. Et c'est ça qui pose problème. Pédagogiquement, comment on peut s'en servir, savoir que j'ai fait telle chose. Alors vous avez, j'enlève les lunettes parce que je ne vois pas ma diapositive. Vous avez des altimètres, vous avez des calculs de dépenses énergétiques, vous avez des cardiofréquencemètres, vous pouvez analyser votre sommeil, vous avez des GPS, vous avez des dynanomètres, des accélomètres, etc. Et j'en passe. Tous ces applications et ces instruments, vous allez le voir, sont disponibles. Alors bien sûr, il y a des instruments très perfectionnés, mais ils sont disponibles à travers des petites applications. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est encore un peu pionnier. Dans 5 ans, ça sera complètement banalisé. Je veux dire, tout le monde va utiliser ces facteurs-là. La CNIL, le Centre National Informatique et Liberté, vient de sortir un rapport qui est en ligne, que je vous recommande, qui fait 70 pages, que j'ai lu attentivement, et qui prédit qu'en 2017, un utilisateur de smartphone sur 2 utilisera ces techniques. 2017, c'est demain. Donc, il s'inquiète, bien évidemment, du biopouvoir, de la récupération des données, de la googlisation de ces données, et du fait que finalement, ces données, il faut les mettre quelque part, et qui c'est qui va s'en emparer, et combien de publicités d'assurance je vais recevoir après avoir mesuré mon taux de diabète avec mon téléphone. Alors, comme le philosophe, malgré tout, est capable d'anticiper un petit peu ce qui arrive, en 2012, j'avais sorti un livre qui, je vous rassure, a été complètement oublié, qui s'appelle l'autosanté. Et l'autosanté, c'était précisément ce thème-là, c'est-à-dire l'idée d'une médecine réflexive. C'est-à-dire l'autosanté, c'est l'idée que les gens vont se servir de ces instruments pour être non pas dans une automédication, mais dans une connaissance de leur propre santé, et qui vont leur donner des informations et qui vont prendre des décisions à partir de là. Et là, ça pose d'énormes problèmes, bien évidemment, par rapport à la relation avec le corps médical, l'expertise, le patient expert, enfin, tout un tas de modifications sociétales qui sont intéressantes. Autre innovation qui va commencer à arriver, c'est le vêtement, le textile interactif. C'est-à-dire que sur les maillots même des joueurs et des personnes, bientôt vous saurez si votre ami est réellement amoureux ou amoureuse de vous. Puisque ça va clignoter, vous aurez des flashs de couleurs, vous aurez une conversion de la chaleur, éventuellement, je n'ose rentrer dans les détails. David m'a dit qu'il fallait rester correct au regard, bien évidemment. J'ai toujours ma petite cravate ici pour rester dans une dimension universitaire. Mais, bien évidemment, vous imaginez ce que ça va impliquer socialement. L'idée, c'est que le corps vivant va être visible. Il y a une extériorisation du corps vivant qui va passer à la surface. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc vous avez quelques industriels français qui ont commencé à prendre le créneau. Je ne parle pas de nos amis japonais, bien évidemment, ou américains, ou dans d'autres pays, qui ont tout à fait compris que les smart textiles, avec donc des mesures du mouvement et de la température, font que bientôt le maillot du joueur sera entièrement équipé. On ne sera pas comme dans le aujourd'hui on nous met le joueur de rugby qui a un gros truc derrière. Bon, ça sera dans le tissu. Ça sera dans le tissu. Voilà. Donc, la Cité des Sciences, je vous signale quand même que la Cité des Sciences, c'est quand même pas mal pour ceux qui vont à toute une section sur les textiles du futur. Il y a de super expositions qui est vraiment très très bien, où on voit tous ces textiles en live qui sont là. Donc, ça va? Je déborde pas? Non, t'es bien. C'est bon? Ça va. Autre problème, c'est le body cloud. Donc, faut que je m'y mette. Le body cloud, c'est-à-dire que tout le monde va avoir un body cloud. Ça, c'est les derniers articles en anglais que j'ai lus. C'est-à-dire que les gens vont s'installer des clouds dans lesquels ils vont pouvoir transférer des données et qui vont actualiser au fur et à mesure, qu'ils font des courses, etc., immédiatement avec
avec cet instrument-là, hein, et puis bientôt avec la montre, hein, vous pourrez vous connecter directement au cloud, réactualiser vos données. Hein, ça fait quand vous rentrez chez vous, vous avez déjà hein, tout ce qui est... Donc toutes les parties du corps que vous voyez là hein, vont pouvoir être mesurées et ils appellent ça le body cloud. Hein. Dernièrement, hein, on parle même hein, de la construction d'un terrain hein, interactif. Hein, c'est-à-dire d'un terrain de sport interactif. Hein, je l'ai mis sur le blog du corps, je crois. Je vous rappelle l'excellent blog du corps hein, que je fais tous les matins, dans lequel vous avez tous les renseignements sur ce qui se passe dans le corps, dans le monde. Eh bien, ici, on va avoir un digital coaching avec un tracking qui va pouvoir se faire directement sur le parquet, hein, bien évidemment, avec les impacts, les vitesses, etc., les capteurs autour du terrain. Et les spectateurs auront hein, des téléphones pour suivre, enfin des écrans, hein, pour suivre tout ce mouvement en live, hein, que pour le moment, c'est les coachs qui l'ont. Hein. Enfin, tu as le gars qui est au bord du terrain, qui dit, lui, il est à 180, 140, etc. Et c'est ça qui va apparaître. Alors, Lacoste avait lancé, pour le centenaire Lacoste, hein, aussi un nouveau type de tennis, hein, c'est-à-dire un tennis qui ne se passe plus simplement hein, sur le terrain de tennis, mais qui va utiliser donc hein, les fameux casques 3D hein, qui commencent à apparaître. Donc je ne désespère pas l'achat par l'UFR STAPS. Donc qui sont ces casques 3D hein, totalement immersifs, hein, où finalement, et c'est un peu la réflexion que mène Olivier hein, sur ce qu'il a appelé le sport sans le sport, hein, c'est-à-dire un sport qui ne serait plus simplement physique mais qui serait virtuel, où là on a tout un problème hein, qui se pose, c'est le passage au e-sport, hein, c'est-à-dire un sport complètement dématérialisé hein, avec un support vidéo. Et puis donc tout ce problème de la prothétisation du corps, hein, c'est-à-dire des prothèses non seulement bien évidemment pour changer la nature du sport, mais aussi pour récolter des informations hein, par les interfaces. Je termine, je suis à la conclusion. Super. Je n'ai pas pris trop de temps. On peut dire, et ça sera le colloque que nous faisons le 28 mai, hein, que finalement nous allons vers un corps capacitaire, c'est-à-dire un corps qui n'est plus délimité par des compétences et des capacités objectivées, mais au contraire un corps qui va découvrir, hein, au fur et à mesure que les instruments en révéleront les capacités, par des expériences immersives, ce qu'on peut appeler des capacités potentielles, inexploitées, et les pratiques physiques et sportives vont permettre de modifier hein, petit à petit la connaissance que le sujet va avoir de son schéma corporel. Et ça, c'est une révolution considérable, hein, pour autant qu'on admette que la conscience que nous avons de notre propre corps n'est qu'une toute petite partie par rapport à ce qui se passe véritablement dans notre corps. C'est pas mal comme conclusion. C'est très bien, Bernard. Merci Bernard pour cette première partie d'intervention, parce que vous voyez que l'approche philosophique du corps, en fait, met en avant que la nouvelle technologie va inévitablement entraîner des modifications du rapport au corps. Et c'est prendre en compte ces nouvelles technologies et donc ces modifications du rapport au corps, c'est forcément interroger les effets, les impacts sur le lien avec les apprentissages chez les élèves en utilisant donc les nouvelles technologies, mais ça questionne aussi la place et le rôle de l'enseignant, parce que si effectivement les élèves ont un accès direct à des éléments pour lesquels ils devaient passer par une voie extérieure, que devient l'enseignant dans la leçon de PS? Exactement. Et donc ça peut questionner la formation de l'enseignant de PS de demain. Hein. L'intrusion ou du moins l'implication de nouveaux outils dans l'espace de la leçon va interroger aussi l'activité collective en classe. Hein. Est-ce que c'est un élément perturbateur? Est-ce que c'est un élément fédérateur chez les élèves? Est-ce que c'est source de motivation? Ça, c'est autant de questions auxquelles, à travers des mises en œuvre très très concrètes, auxquelles vont essayer de répondre donc Mathieu et Julien. Mais avant tout, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu mieux et surtout d'où vous venez, les établissements dans lesquels vous intervenez, parce qu'ils travaillent avec des outils numériques, mais dans des établissements spécifiques.
Et donc il faut aussi comprendre le contexte dans lequel vous travaillez. Voilà. En tout cas, encore merci à vous d'avoir accepté d'être venu de Paris pour La veille de moment-là. vacances. La veille de vacances. En plus. À vous. Ouais, je commence, je peux présenter. Vas-y, je t'en